BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Deux invités, Philippe Chalmin, avec lui on parlera évidemment de son rapport Cyclope qu'il présente demain. On parlera des marchés mondiaux qui sont complètement bousculés par Donald Trump et cette guerre commerciale. Mais tout de suite en studio avec nous, c'est Frédéric Oliven qui est directeur général d'Audience. Bonsoir Frédéric Oliven. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. On va rappeler qu'Audience est le groupe de protection sociale de toutes les filières de l'information et de la création et des loisirs. Et je finis, c'est de tout ce qui touche le cinéma, l'audiovisuel. Et chaque année, vous venez nous voir un rendez-vous rituel avant le Festival de Cannes qui ouvre ses portes demain pour une enquête que vous faites sur l'emploi et puis les chiffres clés un peu du cinéma. 78e Festival de Cannes, donc c'est demain, c'est le jour J. Merci d'être avec nous, vous n'êtes pas encore partis. Est-ce qu'on peut dire quand même que le cinéma se porte à peu près bien ou pas ? Alors, d'un point de vue économique, j'entends. D'abord, c'est toujours une immense fierté de voir que le rendez-vous mondial du cinéma, c'est en France, à Cannes, une fois par an. À la fois un rendez-vous très artistique avec cette sélection, ces sélections, il y en a 4 en tout, mais aussi un rendez-vous business, puisque beaucoup d'affaires se font. C'est là où se fait, ouais, exactement. Le cinéma a connu une crise effroyable avec le Covid. On n'avait pas vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale, arrêt des tournages, fermeture des salles de cinéma. Et donc là, à l'époque, les professionnels sont dans une inquiétude totale, absolue. Et puis ce qu'on constate à la sortie de tout cela, c'est un rebond extraordinaire, une résilience dingue. Donc oui, on a à la fois... Il y en a combien d'entreprises, de producteurs qui ont été sur le tapis ? Toutes. Pas rouge, malheureusement, oui. Toutes ont été en arrêt de tournage. Alors les tournages ont repris plus rapidement que la réouverture des salles de cinéma. Donc tous les tournages se sont arrêtés, aussi bien le cinéma que la production audiovisuelle au sens plus large. Nous mesurons d'ailleurs ces deux univers-là, celui du cinéma et celui de l'audiovisuel de façon plus large. Le cinéma, c'est des producteurs, des distributeurs de films, et puis des exploitants de salles de cinéma. Alors, aujourd'hui, après ces années de rebond extraordinaire, il y a quand même des signaux qui sont un peu inquiétants. Le cinéma est dans une phase de stabilisation, mais avec une légère baisse quand même de l'emploi. Et vous savez, tous ces métiers-là... Et du nombre d'entreprises aussi, si on est justement reste dans le business. Les entreprises... Et puis les tailles, mais des entreprises un peu plus petites. Elles sont, en fait, il y a moins de création d'entreprises, alors qu'il y en a eu pas mal sur la période entre 2019 et 2024, jusqu'à 2023. Et vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui décident de monter leur boîte dans ces univers d'audiovisuel et du cinéma. Là, ça s'est tassé en 2024. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est... il faut bien voir une chose, le vrai baromètre, c'est l'emploi des intermittents et des intermittentes du spectacle. Parce que 80% des effectifs sont composés de ces artistes et techniciens qui viennent le temps d'une opération, c'est-à-dire d'un tournage ou, dans le monde du spectacle, d'un spectacle. Oui. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est ça qui vraiment donne... Et dans la production audiovisuelle. Dans la production audiovisuelle, la production de fiction, de documentaires, les magazines de flux, tout cela. Et dans le cinéma, évidemment, pour produire des films de cinéma. Et donc, quand on regarde l'emploi et qu'on voit qu'il y a une baisse, ce qu'on voit, en fait, c'est que cette baisse, elle est essentiellement sur l'emploi intermittent, ce qui est le bon baromètre, puisqu'encore une fois, c'est à peu près en moyenne 80%, un petit peu moins dans la filière du cinéma, puisqu'il y a les salles, et dans les salles, ce sont des emplois permanents. Il n'y a pas d'emploi intermittent dans le monde de l'exploitation cinéma. Et là, on constate un reflux, c'est-à-dire une relative baisse de l'emploi sur l'année 2024. Et quand on regarde dans le détail, on voit que ce qui est particulièrement frappé aujourd'hui, sur l'année 24, ce qui donne un signal qui n'est pas bon, c'est le monde de l'animation, le dessin animé. Et pourtant, c'est là où la France excelle. Absolument. C'est pour ça qu'il faut y prêter la plus grande attention. On a une French Touch depuis longtemps et on est une des meilleures filières mondiales de la production de dessins animés. À tel point que nous recevions beaucoup de commandes internationales et c'est celles-ci qui ont diminué en 2024 et qui inquiètent beaucoup les acteurs de cette filière d'excellence qui, ce sont des emplois, la création de valeur, des exportations, le soft power français. Et puis on en parle beaucoup avec ce qui a été annoncé par le président des États-Unis sur le cinéma, ce qui a été esquissé. Ça va être un des grands sujets à Cannes. Hein. Ça, honnêtement, ça va vraiment... Oui, je pense peut-être là aussi, on en parlera tout à l'heure sur les marchés mondiaux, mais là, ça va bousculer
le monde du cinéma. Oui, parce que la relocalisation des tournages aux États-Unis, c'est quand même un sujet aussi qui est compliqué pour les majors américaines, pour Hollywood, qui a aussi beaucoup d'avantages à tourner à l'étranger, à tourner chez nous, que ce soit en série télé ou en film de cinéma. Ouais. Donc ça peut être un problème aussi pour les Américains qui peuvent se retrouver pénalisés, alors qu'aujourd'hui, c'est typiquement une industrie pour l'économie américaine dont la balance des échanges est très excédentaire pour les États-Unis. Donc voilà, je pense que les choses vont se tasser un petit peu, comme on l'a vu dans d'autres domaines, et que ce qui peut être demandé par les pouvoirs publics américains va peut-être se tempérer au gré des remontées que pourront faire. Comme toujours. Voilà. Ouais. Si on essaie de dresser un tout petit peu le paysage de la production de cinéma et la production du visuel, on a vu l'émergence, évidemment, de films de Dimitri Rassam, donc avec derrière beaucoup de moyens. Mais on a le sentiment que, donc, après le Covid, il y a une émergence de nouveaux acteurs économiques, j'entends. Deux, qu'il y a des entreprises quand même qui sont un peu plus petites, alors que ce soit dans le cinéma ou dans l'audiovisuel. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de sociétés de production audiovisuelle, beaucoup plus qu'avant. Alors, il y a eu beaucoup de créations d'entreprises depuis 2019, en fait, post-crise du Covid, plus particulièrement dans le monde de la production visuelle et moins dans la production de cinéma. Oui, absolument. Simplement, alors, c'est pour l'immense majorité des toutes petites entreprises en nombre de salariés permanents. Ouais. On est sur plutôt des équipes de 4 permanents et après il y a une deuxième tranche d'entreprises qui ont moins de 10 permanents. Les grosses entreprises de production de cinéma et audiovisuel sont extrêmement peu nombreuses. On a par contre un tissu de PME, ce qui est fondamental pour la diversité de la production et ce qui a toujours été voulu dans la politique culturelle de la France depuis les années 80. Ce qui est frappant, c'est l'arrêt des créations d'entreprises et du coup, comme il y a moins d'entreprises qui se créent, en particulier il n'y en a pas beaucoup dans le cinéma, elles vieillissent. Mais elles restent quand même assez équilibrées dans leur taille. Pardonnez-moi, Frédéric Oliven, j'ai une question bête et méchante, mais est-ce qu'on pourrait se passer d'intermittents ? Parce qu'on sait bien que le régime des intermittents, c'est quelque chose de compliqué qui revient sans cesse sur la table dès qu'on parle d'économie, notamment sur la question de l'assurance chômage. En même temps, on a envie de dire pourquoi, alors en tant que des acteurs, ça peut justifier, mais pourquoi des groupes audiovisuels, pourquoi des producteurs de cinéma ne pourraient pas embaucher des gens ? Typiquement, quand on produit un film de cinéma ou un spectacle au théâtre ou une série, un téléfilm, c'est une œuvre qui va faire l'objet d'un travail à une durée déterminée. Donc en fait, l'intermittence est adaptée au mode de création et au mode d'emploi. Oui, mais on sait très bien que la société, du moins on le souhaite, derrière, elle enchaîne un nouveau projet. La société peut enchaîner. Alors, les sociétés n'ont pas... Très rares sont les sociétés qui enchaînent les projets. Il y a quelques entreprises qui enchaînent des projets. La plupart ont un projet tous les 18 mois en cinéma. Donc, il est très, très adapté au système même. L'intermittence est à la fois un outil formidable au service des employeurs et évidemment pour compenser la précarité, on a créé en France des mécanismes qui permettent de donner un certain nombre de droits à ceux qui sont précaires dans leur emploi pour qu'il y ait par exemple, c'est ce que fait Audience, une protection sociale continue tout au long de l'année plutôt que d'avoir une mutuelle pendant 3 semaines et puis après plus rien. Ouais. Donc c'est à ça qu'a essayé de pallier tous les droits qui ont été créés en accord avec les employeurs, mais ça reste un système à la fois extrêmement flexible pour les employeurs qui a donné un certain nombre de droits à ces artistes. Il y a des abus, non ? Il y a quand même des abus de la part des employeurs, j'entends. Alors, moi, je ne dirais pas ça. Je pense que c'est d'abord un système très contrôlé. Les règles d'utilisation du recours à l'intermittent sont beaucoup plus strictes que le CDD normal. Et après, on trouvera toujours des gens pour dire qu'on peut encore endurcir l'accès. Dans certains cas de figure, on peut se dire, oui, peut-être que là, il faudrait permanenter les équipes, mais il faut aussi penser au modèle économique des entreprises qui font ça. Et à ce moment-là, il y aura nécessairement des compensations à trouver pour qu'ils aient les moyens de donner des emplois permanents à ceux qui, jusque-là, sont dans le système de l'intermittent. Juste avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut dire globalement quand même que la santé de ce secteur est plutôt bonne et vous êtes resté optimiste pour les années à venir ?
Je reste optimiste pour ma part, mais au niveau d'audience, c'est-à-dire des statistiques que nous voyons, parce que les usages se sont énormément développés, que les plateformes sont arrivées, qu'elles sont astreintes à financer l'écosystème français à travers l'exception culturelle, c'est-à-dire des obligations d'investissement, ce qu'avaient depuis toujours les chaînes de télévision, les acteurs français. Donc oui, il y a, à travers l'usage des Françaises et des Français qui regardent de plus en plus de programmes, on peut se dire qu'il y a un bel avenir durable pour ces industries, ces filières. Après, il faut regarder sur l'animation, faire très attention, il faut être vigilant, parce que ces baisses d'emploi, ces signaux de baisse d'emploi qu'on peut voir, donnent quand même des signaux qui doivent nous inquiéter, et il faut que les pouvoirs publics le regardent aussi, dans la mesure où, encore une fois, ce sont de la valeur qui est créée, des emplois, c'est l'économie réelle, des exportations, un soft power français, et à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, c'est quand même essentiel de défendre ces fleurons, ces filières qui sont des fleurons de notre pays. Puisque l'objectif de votre étude d'audience, donc, c'est de mesurer un peu l'état de santé, mais aussi l'emploi, les conditions de travail. Comment évoluent les conditions de travail de ces secteurs avec l'internationalisation, avec l'émergence de ces plateformes? Comment est-ce que, dans quel sens est-ce que ça fragilise, est-ce que ça précarise l'emploi? La question, non, pas en France, c'est grâce à un modèle social que je crois qu'en France, on a un consensus pour essayer de préserver et qui donne un certain nombre de droits, de devoirs aux employeurs, de droits aux salariés, de devoirs aussi aux salariés dans la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. Moi, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on assiste à une précarisation à l'heure actuelle, parce qu'il y a ce système de droits, mais de la même façon qu'on peut se poser la question pour l'ensemble des filières économiques. Oui, parce qu'il y a des tas de nouveaux métiers, si on prend, je parlais des plateformes, mais même le digital. Donc là, mais même pour vous, pour audience, ça modifie. Ça, c'est un autre sujet. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que si toutes les grandes sociétés américaines viennent en France, veulent établir leur plateforme en France, faire des tournages en France et distribuer leurs films en France, c'est parce que le public français est là et que notre marché est un marché absolument central pour l'équation économique de toutes ces entreprises. Et ça, c'est une garantie pour nous, à condition qu'on soit capable de protéger notre écosystème de nationalité française, bien sûr, ce qui est le propre de l'exception culturelle. Quel est, puisqu'on parlait du Festival de Cannes, c'est pour ça que vous êtes là et vous y partez tout à l'heure, et vous avez de la chance, est-ce que ce Festival de Cannes, il est structurant dans la filière du cinéma, voire de l'audiovisuel? Oui. Alors d'abord, moi, je n'irai pas à Cannes cette année, mais c'est pas grave. Non, mais comme j'ai vu, vous avez tout un programme. Oui, bien sûr. Audience sur place, des tables rondes, vous êtes très présent. Oui, parce qu'on j'imaginais que son directeur général y était. Mais on organise le dialogue en fait entre les professionnels, notamment sur les questions liées aux conditions de travail, aux violences sexistes et sexuelles, puisqu'on opère une cellule d'écoute qui est un dispositif important dans cette lutte-là. Moi, je crois que le Festival de Cannes, c'est un lieu absolument essentiel pour structurer tout un tas de projets, indépendamment de cette compétition qui est un stimulus extraordinaire pour les producteurs et les artistes du monde entier. Donc voilà, on a de ce point de vue-là la chance incroyable d'avoir créé en France et après-guerre, puisqu'il a redémarré après-guerre, le plus grand rendez-vous mondial du cinéma qu'il faut préserver comme un trésor. Et je crois que cette année, ça va à nouveau sur un chiffre, on ne dit pas, il y a quand même une baisse des effectifs de 6% en 2024. Hein, donc c'est quand même 6%, c'est beaucoup. Hein. Oui, en particulier sur l'animation, ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Il faut faire très attention à cette filière incroyablement rayonnante de l'animation française, qui est une filière d'excellence à l'échelle mondiale. Si l'on regarde la parité, elle existe plus ou moins. Mais est-ce que justement, puisque vous parlez de cette cellule d'écoute, est-ce qu'il y a une forme d'assainissement des milieux du cinéma par rapport oui, tout à fait. La aux parité violences d'abord. sexuelles ou aux harcèlements? Oui, alors sur la parité d'abord, on a des chiffres qui sont encourageants puisque depuis 2019, la parité a progressé et aujourd'hui, on est à un niveau de parité dans le monde du cinéma proprement dit, chez les producteurs de cinéma, et on n'est pas très loin de la parité dans le domaine de l'audiovisuel, avec peut-être cette difficulté qui est que dans le monde des techniciens et des techniciennes, il y a quand même des emplois qui historiquement sont très masculins, et donc la progression est plus lente. Mais on est à peu près à 44% de femmes dans le secteur, dans la grande filière globale
scandale de l'audiovisuel et à la parité sur le cinéma. Donc là, on a un bon sujet. Sur la question des VHSS, des violences sexistes et sexuelles, il y a encore énormément à faire. Et à la fois, les annonces de la ministre de la Culture, du ministère de la Culture, sur un plan d'action et la commission d'enquête du Parlement ont montré qu'il y a encore beaucoup à faire. Après, c'est très exposé, ce sont des filières très exposées. Quand il y a un scandale, un problème dans ce domaine, ça se voit beaucoup. Et donc, il y a quand même eu beaucoup de choses de faites par ces filières depuis, sur les 5-6 dernières années, même avant. Audience y contribue à travers sa cellule qui a été préconisée comme devant se renforcer. Et nul doute que le Festival de Cannes sera pas, cette fois-ci, sera une version un peu différente des précédentes. Voilà. Pour ce qui se passe dans les hôtels. Parce que ça, quand même, les mœurs ont beaucoup changé et beaucoup évolué. Oui, puis il y a le Festival de Cannes met en place aussi des mécanismes de protection des gens, une cellule d'écoute dédiée. Enfin, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours très intéressant cette enquête. Frédéric Oliven, donc directeur général d'Audience.